14 morts, 3 en Séville. Avant tout propos, je tiens à dire Yako aux familles éplorées, Yako à la Côte d'Ivoire et vraiment Yako aussi aux blessés. Mais quand j'ai fini de dire tout cela, tout à l'heure, je discutais avec Maï Mikeu, qui est la responsable éditoriale, et je lui disais, il dit, mais finalement, à quel sein faut-il se vouer ou bien par quel bout faut-il prendre? Parce que je m'inquiète et je m'interroge. Quand on déguerpit, ça grogne. On ne déguerpit pas, il y a des gens qui meurent. Que faut-il faire? Je pense que c'est dans ces périodes-là qu'on se rend compte que le ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo fait un travail formidable, même si certains refusent de voir la réalité en face. Les gens ont vite fait de faire le mélange de gens entre les déguerpissements qui se sont passés à Zimbabwe, comme Soweto, comment il appelle, j'ai oublié, Mosikro et autres. Ils font le mélange avec ce qui s'est passé à Koumassi. Or, il faut pouvoir faire le distinguo entre ce qui s'est passé à Koumassi, qui était de l'ordre de l'abus, à des déguerpissements qui sont faits dans des lieux qui sont décrits comme invivables. Au-delà même de la description même du lieu d'être invivable, le lieu même est invivable parce que voici le résultat. Mais Daouda Coulibaly, est-ce que ce sont les déguerpissements qui sont décriés ou bien le timing, le manque de communication et la méthode? Moi, je veux dire, ces lieux-là, Mosikro, et c'est ce que je m'apprêtais à dire. Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un meurt à Mosikro? L'année passée, dans le même Mosikro, des gens sont morts, ils ont été ensevelis. Le même Mosikro. Chaque année, c'est la même chose. C'est devenu, comme dans notre métier, ce qu'on appelle les marronniers. Mais la mort de citoyens ivoiriens ne peut pas être traitée comme un marronnier. Je pense en toute sincérité qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Vraiment, laisser les gens se plaindre, qu'ils crient, qu'ils fassent tout. Parce que quand on les déguerpit, ça crée de l'émotion. Mais quand on ne les déguerpit pas et qu'il y a mort d'hommes, l'émotion est encore plus grande parce que ce sont des familles qui pleurent. Donc pour moi, il faut trouver des gens qui vont couper la poire en deux, crever l'abcès, déguerpir. Ils sont fâchés, c'est vrai. Ils ne sont pas contents, c'est vrai. Mais au moins, ils sont en vie. Voici ce que je peux dire pour ce premier tour de parole. D'accord, merci Daouda. Alors, Marius Komoué, Daouda, n'est-ce pas, dit il faut déguerpir, même si les gens sont fâchés. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser, entre les 2 saisons des pluies, il l'a dit tout à l'heure, il y a eu le même éboulement en 2025 à Mosikro. Mais que s'est-il passé entre les deux saisons de pluie? Il y a eu des déguerpissements dans cette commune, rappelons-nous. Mais ce résidu d'habitacle, il est dû à quoi? C'est dans le même Mosikro? C'est que les gens, une fois déguerpis, après viennent recoloniser. N'est-ce pas? Aux grandes dames, justement, des décideurs. Et c'est en cela qu'il faut souvent interpeller nos collectivités, qui ne doivent pas utiliser cette population comme un bétail électoral et puis après les laisser pour compte. Parce qu'on le sait tous, ces zones que ces populations occupent sont des zones véritablement à risque. Et une chose est de demander à l'État de les déguerpir. Une chose est de demander à l'État de faire l'effort de protéger la vie de ces citoyens-là. Parce que l'objectif que vise ici Daouda, ce n'est pas véritablement dans ses propos de les voir être sous la pluie, en cette saison de pluie, parce que déguerpir et ne pas savoir où se retrouver. Ou bien, pour ceux qui sont à l'école, être sous les décombres avec leurs livres, leurs cahiers, et ne pas pouvoir composer aux examens. Ce n'est pas ce que nous visons. Ce que nous demandons, c'est que l'État juge les choses au plus pressé et agisse dans le délai. Et non pas en ces saisons-là. On sait très bien que chaque saison de pluie engendrera justement des victimes. Alors il faut le faire avant. D'ailleurs, il n'y a pas que ces quartiers, il n'y a pas que ces zones à risque qui sont aujourd'hui sous l'emprise des inondations à Abidjan et qui créent des victimes. Les victimes aussi, c'est ceux qui ont leur maison à la Rivera, à Cocody, qui sont totalement inondés. Absolument, la Rivera de pourquoi nous en sommes là? Parce que tout simplement, l'État, aujourd'hui à Abidjan, là, dans certains quartiers d'Abidjan, eh bien, on a l'impression d'être dans un Abidjan totalement vieillot. Totalement vieillot. Et tout est dépassé.
Les infrastructures de drainage sont dépassées. Aujourd'hui, il faut construire des infrastructures de drainage. Il faut agrandir les ouvrages de drainage afin justement qu'ils puissent évacuer le volume d'eau actuel. Ce qui n'est pas le cas. Bon, il prenait le cas de Koumassi avec le ministre-gouverneur, à l'époque maire de la commune de Koumassi, avant qu'il ne soit nommé ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Je parle de M. Cissé Bakongo. Mais il avait fait ce travail. Il a bel et bien fait. Il a agrandi les ouvrages de drainage, il a déguerpi tous ceux qui étaient installés sur des ouvrages de drainage, mais il fallait le faire. Mais il l'a fait parce qu'il Marius. Il avait la charge de protéger la sécurité de sa population. Justement, et là vous posez la question que j'allais amener vers mon confrère Manaboua. Vous le dites si bien, ça a été démarré à Koumassi, mais pourquoi est-ce que ça s'arrête? Voilà, c'est une très belle question parce que ça m'amène à ajouter un peu à ce que Daouda a dit. Lorsque on regarde, parce que c'est ça, hein, on regarde les pleurs ou bien des populations, oui, la même rengaine. Non, est-ce que c'est le moment? Les enfants devaient aller composer. Mais même si on attendait, même en saison sèche, les enfants sont à l'école. On ne peut pas. C'est-à-dire que le bonheur de quelqu'un, si on sait que s'il est suicidaire, il faut l'emmener à ne pas... On ne doit pas l'observer dans son suicide qu'il organise. Aujourd'hui, tout le monde sait, les maires ont les points des maires d'Abidjan. Les zones à risque, les zones d'éboulement, les zones de glissement, où on ne doit pas vivre, les flancs et autres, même les cuvettes, où l'eau passe. Les gens vivent là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, même s'ils tombent, la pluie va tomber, ça va leur créer des problèmes. Mais ils y sont. C'est du suicide. Mais face à des gens qui veulent se suicider, il faut les amener, il faut leur montrer que nous, on les aime. Et c'est la question des terrains, des endroits, des zones à risque, les quartiers précaires qu'il faut casser. Là-dessus, pour moi, il faut peut-être trouver la solution ou les caser, mais on doit le faire systématiquement. Mais justement, parce que mon cycle, on parle de 14 morts. Oui, au-delà de cela, c'est peut-être ça la question fondamentale. Mais on les laisse s'installer. C'est le latisme. Et ça, j'allais venir là-dessus. Même aujourd'hui, Marius parlait des gens, des quartiers où des immeubles tombent. Mais vous me regardez, on prend la voie au niveau de ceux qui sont à Cocody, au niveau de la Riviera 3, la voie 9 kg. C'est devenu une lagune là. Mais c'est parce qu'il y a une absence de système de drainage, d'assainissement. Il y a une absence de ces deux réseaux-là robustes. Il n'y a pas, c'est pas efficace. Et on est là, l'eau va passer quelque part. Que tu le veux ou pas, l'eau va passer quelque part. Si vous avez fermé tous ces endroits, ces voies qu'elle doit utiliser pour passer, elle va se frayer un chemin. Et ça, c'est toujours comme ça. On ne va pas rester là. On construit des quartiers. On ne fait pas de canalisation. Et on s'étonne après que nos routes, il y a les infrastructures routières. Prenez nos quartiers, les rues. Tous les bitumes qu'on a placés sont en train de se friter parce que l'eau est passée par là. Mais vous faites des bitumes, des voies bitumées. Vous ne prévoyez pas de drainage de l'eau. Mais l'eau va choisir les bitumes et quand les dégâts arrivent, patatras. C'est une question de latisme. Ça, on le dit sans cesse. Il faut des actions robustes. Il faut que les gens puissent se dire que quand on nous confie, le gouvernement ou bien ces entités démembrées, nous confient du travail à faire. Moi aussi, je voulais pointer du doigt en ce moment-là. Ceux qui font les prestataires, les gens à qui on confie des travaux. Pourquoi est-ce que vous venez, on vous confie des travaux d'assainissement, de drainage dans un endroit et après, vous venez avec des diamètres de caniveaux. On sait que l'eau ne peut pas passer là. L'eau même, l'eau ne peut pas passer là, mais en même temps, il y a un contrôle et un suivi. Oui, mais c'est ce que je dis là. Oui. Quand on leur donne, ceux qui doivent les surveiller là, doivent pouvoir bien faire leur travail. Parce que finalement, ils rationnent leur budget. Ce qu'ils prévoient faire, ils ne le font plus. Finalement, ça tombe sur la population. Oui, mais ils rationnent, mais il faut bien quelqu'un pour les arrêter. Mais c'est ce que je dis, il n'y a pas de latisme. Quand il n'y a pas de latisme, vous voulez que je dise ici le nom des individus? Non, on ne vous a pas demandé cela. On ne vous a pas demandé cela. Mais ça, je peux le dire, mais bon, il ne faudrait pas que... on ne vous a pas demandé cela. Mais la question est réelle. Un entrepreneur décide de rationner et de venir avec des buses de moindre diamètre. Il y a bien quelqu'un qui doit pouvoir l'arrêter, Daouda. Bien sûr, il y a bien quelqu'un qui doit pouvoir l'arrêter. Maintenant, comme il a si bien dit, il y a le latisme. Mais moi, je ne vais pas m'apaisantir sur ces aspects-là, parce qu'après, on pourra taper sur l'État. Parce que là, quand je vois ces gens... la volonté n'est pas de taper sur l'État, non, mais de pointer du doigt tout cela. Mais au-delà de tout ce que tu viens de dire, j'aimerais aussi ajouter à cela, nous-mêmes, en tant que citoyens, notre propre comportement. Notre propre comportement. Même quand il y a la canalisation, il y a des gens qui vont mettre leur mamie dans la canalisation. C'est pas pour autant que tu as arrêté de faire la canalisation. C'est un peu fort de café, des mamies. Non, mais c'est un fait.
Ah bon? À souligner. Si tu me permets, je vais terminer. Non, Des Daouda pneus de Herman, ce véhicules. n'est pas un De gros dialogue camions. fou. Voilà. En Herman, fait, vous laissez Daouda Ce que terminer. j'essaie de dire, c'est que c'est vrai. Je suis d'accord et j'entends ce que tu dis. Le fait que tu pointes du doigt ces entrepreneurs qui ne font pas leur boulot. Le fait que tu pointes du doigt l'État manque de central qui ne fait pas de suivi et évaluation de ces travaux-là. Je l'entends et je suis d'accord avec. Mais sauf qu'à cela, j'ajoute le fait que certains de nos compatriotes, mais ils s'en foutent royalement. Aujourd'hui, quand tu vois 9 kilos, comment on appelle ça, cocody, même, j'ai envie de dire quoi, billetterie. Tu vas pas me dire qu'à billetterie, il n'y a pas de canalisation. La canalisation, elle existe bel et bien. C'est obsolète. Même si c'est obsolète, est-ce que ça existe bel et bien? Mais oui, c'est obsolète. La démographie augmente. Attends, Le problème non, n'est pas- Herman, le laissez Daouda terminer. Le Non, problème laissez n'est pas au Daouda niveau du terminer. fait qu'il y a une obsolescence. Ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que tu Non, as ça une... fait partie du problème, mais Oui, il n'y a pas que il cela. n'y a pas que ça. Parce que quand tu sais que tu as une canalisation, que c'est obsolète, on est devenu plus nombreux qu'avant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend soin de cela. Malheureusement, on n'en prend pas soin nous-mêmes. Marmite, éponge. Marmite, vous êtes sûr? Vraiment, je vais encore aller plus loin. Même des pneus réchappés se retrouvent dans ces caniveaux. Combien de fois le ministre de l'Hydraulique est en train de curer des caniveaux? Ah, bah, tiens, on en voit une. On en sort. Dans ça, c'est les ensevelissements. Ah, d'accord. Quand le ministre de l'Hydraulique ou bien le ministre gouverneur faisait des curages de caniveaux, mais tout ce qui en sortait, mais quand tu regardes, tu te demandes à quel moment un être humain arrive à boucher ces caniveaux? Pendant que c'est moi qui vis là. Donc il y a un problème de civisme. Mais bien sûr, mais au-delà de ça, dernièrement, le maire de Makori, Abi Raoul, a fait une tournée dans les quartiers de Makori. On voyait des citoyens se plaindre, oui, pourquoi on casse? Mais comment est-ce que toi, tu arrives à construire et mettre un poteau électrique chez toi à la maison? Gisèle, Marie-Gisèle, imagine-toi, quelqu'un qui regarde une canalisation, qui bouche la canalisation, pour y installer un magasin, il espère quoi? Quand il va pleuvoir, l'eau va s'envoler? Donc les responsabilités sont partagées. C'est partagé. Donc- elles sont partagées, mais au même titre que les prestataires dont parlait Herman. Mais qui, n'est-ce pas, a le pouvoir d'arrêter ces Je populations? pense que qui a le pouvoir d'arrêter ces populations, c'est l'État. Et quand je parle de l'État, je parle de gouvernement. Je parle de, comment on appelle ça, du ministère de la Salubrité. Moi, j'ai le courage et mes idées de dire le ministère de la Salubrité doit faire son travail. Il y a un code de la salubrité qui est sorti. Il faut taper du poing sur la table. Je pense aussi que ceux dont j'attire l'attention, parce que je ne les accuse pas, c'est le BNET. Qui, quand il y a des grands travaux, c'est eux qui après doivent venir vérifier si les travaux sont conformes ou pas. Donc après, quand ce n'est pas conforme, le courage dit que ce n'est pas conforme. Et vous devez le reprendre. Souvenez-vous, l'autoroute du Nord, Abidjan, jusqu'à ce qu'on arrive à Yamoussoukro, ça avait été fait. Mais ça avait été tellement mal fait, dégradé. Le président a tapé du poing sur la table. Cette autoroute a été reprise de bout par bout. Et un iota, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas payé. Le stade Ebempe, et toi, c'est toi-même qui as trouvé ce nom, l'Ebempe Gate. Quand il y a eu l'inondation sur le terrain avant la CAN, mais le Premier ministre Beguelemambe, qu'est-ce qu'il a dit? 5 francs de plus ne sera donné, vous allez refaire ce stade-là. Ils l'ont refait. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a pointé du doigt la responsabilité de ces entrepreneurs, des bâtiments peut-être ministériels ou même d'entreprises publiques. Mais quand on finit de pointer ça, ayons aussi le courage de regarder en face nos concitoyens qui eux-mêmes font preuve d'incivisme. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'après, il ne faut pas rester dans la grandiloquence à tout moment dire oui, l'État a fait ci, l'État a fait ça, l'État a fait ci. Toi-même, tu as fait quoi? Alors, merci Daouda. Je voudrais m'adresser à vous, Marius. Vous êtes, n'est-ce pas, un expert du mouvement consumériste. Daouda a cité tout à l'heure le code de la salubrité. Mais pourquoi diantre ce code n'est-il pas appliqué? Bon, il regorge d'amende, il regorge de peine de prison, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas appliqué au point où les populations se permettent? Daouda le disait, moi je ne savais pas que les marmites servaient à autre chose qu'à la cuisine. Non, mais il le disait à juste titre, et croyez-moi. Oui, le code de l'hygiène existe. Mais mieux, il y a un code même de la salubrité. De la salubrité, qui prévoit des peines et des amendes. Voilà, vous avez un code d'hygiène, vous avez un code de la salubrité. Mais le problème en Côte d'Ivoire, nous avons de très bons textes. Vous avez également des textes de loi qui interdisent, par exemple, l'usage des sachets plastiques dans notre pays. Mais allez dans toutes les boutiques de Côte d'Ivoire, dans les grandes surfaces, vous ne verrez pas de sachets plastiques, mais vous verrez des sachets biodégradables, comme l'exigent nos dispositions légales. Mais quand vous allez dans toutes les boutiques, dans Abidjan et encore plus grave, à l'intérieur du pays, mais les sachets plastiques traînent partout. Et aux grandes dames de qui? Qui a pris les tests d'interdiction, d'interdire les sachets plastiques en usage dans le domaine du commerce? C'est bien l'État.
Si l'État se donne des textes, comme par exemple le Code de l'hygiène, l'État doit être en mesure de l'appliquer sur l'ensemble du territoire national. Au besoin, créer un service spécialisé qui jouera ce rôle en vue d'atteindre cet objectif, parce que nous avons participé à la rédaction de ce texte, avec le ministère justement en charge de l'hygiène. Voilà. Nous avons même participé au code de l'hygiène. Et le docteur Biti Marie-Joseph, qui avait piloté cet instrument important de la politique d'hygiène de l'État, est bel et bien encore là. Elle sait de quoi il est question dans ce texte. Je vous pose la question à dessein, puisque vous êtes, n'est-ce pas, de ce landerneau-là, qu'est-ce que vous dites je veux dire, qu'est-ce que les mouvements consuméristes, n'est-ce pas? Non, mais justement, il y a eu un besoin. Quand des populations se lèvent et viennent jeter des pneus réchappés, des pneus de gros camions dans un caniveau, mais qui doit sanctionner? Quand des populations construisent une maison et connaissent l'écoulement de leurs eaux usées sur des caniveaux publics, que dit l'État? Que dit les collectivités? Il y a des directions d'hygiène dans les collectivités, dans les mairies. Au-delà du ministère en charge de l'hygiène publique, au-delà du ministère en charge de l'environnement, il y a que les collectivités ont un rôle à jouer. D'ailleurs, cela revient en premier à leur responsabilité d'assumer justement cette hygiène dans leur collectivité, dans leur commune. Pourquoi les maires regardent sans rien faire? Pourquoi les directions techniques des mairies restent sans rien faire face à la dégradation des infrastructures publiques? Vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, je parlais de construire et agrandir. Et vous terminerez là-dessus, oui, Marius. les ouvrages de drainage. Mais ça s'impose. Parce que il a dit que les ouvrages de drainage sont fatigués, sont dépassés, et même insuffisants. L'État devrait revoir toute cette politique. Les Ivoiriens sont totalement d'accord que l'État s'investisse en la matière. Et ils sont, d'ailleurs, c'est nulle part que l'État viendra chercher l'argent, c'est dans leur poche et leur porte-monnaie pour faire ces ouvrages. Au-delà de l'émotion et de la douleur, cette tragédie nous oblige à regarder la réalité en face. Chaque année, les mêmes images reviennent, les mêmes promesses sont faites, les mêmes questions sont posées. Pourtant, les victimes continuent de se compter. Ce drame met en lumière un dilemme auquel de nombreux gouvernements sont confrontés. Lorsqu'ils procèdent au déguerpissement des zones à risque, ils sont accusés de détruire les habitations de familles parfois déjà vulnérables. Les critiques fusent, les tensions montent et beaucoup dénoncent des décisions jugées inhumaines. Mais lorsqu'aucune mesure n'est prise ou qu'elle arrive trop tard, les conséquences peuvent être dramatiques. Les fortes pluies transforment ces quartiers en véritables pièges et ce sont des vies qui sont perdues. Au final, quelle que soit la décision prise, l'État se retrouve souvent sous le feu des critiques. La vraie question est donc la suivante. Faut-il attendre qu'un drame se produise pour agir ou accepter des décisions difficiles afin d'éviter le pire? Car la prévention est presque toujours impopulaire jusqu'au jour où la catastrophe rappelle pourquoi elle était nécessaire. Bien sûr, protéger des vies ne peut pas se résumer à raser des habitations. Les autorités ont aussi la responsabilité d'offrir des solutions de relogement crédibles, d'améliorer l'urbanisme, de lutter contre les constructions anarchiques et d'empêcher de nouvelles installations dans des zones officiellement classées dangereuses. La sécurité des populations et le respect de leur dignité doivent aller de pair. Cette tragédie dépasse largement les frontières de la Côte d'Ivoire. Partout en Afrique, la croissance rapide des villes, le manque de logements accessibles et les effets du changement climatique rendent ce défi encore plus urgent. Ce qui s'est passé aujourd'hui peut malheureusement se reproduire ailleurs demain si rien ne change. Une chose est certaine, aucune maison, aucun terrain et aucun intérêt politique ne valent une vie humaine. Prévenir coûte toujours moins cher que reconstruire après un drame. Et vous, quel est votre point de vue? Les autorités doivent-elles appliquer les déguerpissements avec plus de fermeté, même lorsque ces décisions sont impopulaires? Ou pensez-vous qu'il existe une autre voie pour protéger les populations? Le débat est ouvert. Exprimez-vous dans les commentaires, dans le respect des opinions de chacun.